Quel plaisir de randonner en Lozère. On découvre toujours un monde nouveau. Et puisqu'il paraît que la Terre est ronde, nous sommes tous, sauf cas exceptionnel, au sud de quelqu'un ou de quelque chose. Comme preuve, la rencontre d'un homme du Nord et d'un homme du Sud. Bienvenue dans cette édition toute particulière de TV Images 48. Je suis un lecteur, parmi tant d'autres, et en me promenant dans une librairie à Florac que beaucoup d'amateurs de littérature connaissent, j'ai découvert un ouvrage. Et sur cet ouvrage, j'ai lu le nom de l'auteur, un certain Marc Lemonnier, quelqu'un que je connais, quelqu'un que beaucoup de personnes connaissent, tout du moins pour les amateurs de musique. Mais c'est pas de musique qu'il est question dans cet ouvrage, il est question de haute montagne, d'aventure. Et comme j'ai vécu un moment extraordinaire, j'ai voulu le faire partager à plein de personnes. Oui Marc, on te connaît à travers la musique, on te connaît à travers plein d'événements culturels de notre région. Mais ce qui m'amène aujourd'hui donc, c'est ce livre, c'est la haute montagne. Et c'est ta passion pour l'alpinisme que, enfin pour ma part, j'ignorais. Et ben, je voudrais que tu m'en parles un petit peu. Et puis tout d'abord, je voudrais que tu te présentes par rapport à ton ouvrage en tout cas. Pourquoi j'ai écrit ce livre? Pourquoi? Voilà. Écoute, c'est une drôle d'histoire. Je suis un passionné effectivement de haute montagne depuis que je suis tout petit. Et j'ai fréquenté beaucoup le massif du Mont Blanc, à côté d'autres massifs d'ailleurs. Et j'avais pris l'habitude d'écrire des petits textes sur cette montagne, sur les balades que j'y faisais, sur un site web que je tiens. Et un jour, il y a un éditeur qui était lui-même un passionné de montagne et qui cherchait depuis longtemps quelqu'un qui écrive sur le Mont Blanc un livre qui ne ressemble pas aux autres. Alors, je ne savais pas trop ce que ça voulait dire, ne pas ressembler aux autres, mais il m'a dit, j'ai trouvé dans tes écrits une ambiance particulière. D'abord, c'est pas un grand alpiniste qui parle, c'est quelqu'un de beaucoup plus ordinaire. Et puis, il y a un esprit qui parle beaucoup des gens, qui parle beaucoup des impressions, qui parle beaucoup des émotions, qui parle beaucoup des peurs. Si tu veux bien développer tes écrits, je pense qu'il y a matière à faire un livre avec et je t'éditerai. Voilà, ça s'est passé comme ça. Alors que les gens qui écrivent des livres cherchent des éditeurs, moi, c'est un éditeur qui m'a cherché. Donc, j'étais très surpris par cette demande. Et j'ai tenté l'aventure, je me suis mis au travail. Et puis, pendant 1 an et demi, j'ai refait ma copie jusqu'à ce que ça soit à peu près convenable, disons. Voilà. Alors, en parcourant ton livre, j'ai appris que tu étais d'origine normande. Un Normand passionné d'alpinisme. C'est assez paradoxal. Ah, pas du tout. On est quand même assez voyageurs aujourd'hui. Je suis normand et j'habite ici. Ça pourrait être tout aussi étonnant, mais bon, voilà, on est tous des nomades. Non, ça vient tout simplement de la jeunesse. Hein. Mes parents, depuis qu'on était tout petits, ils nous ont toujours emmenés en montagne, dans les Pyrénées, un peu partout, dans tous les massifs de France. Et moi, du haut de mes 3 ans, 4 ans, 5 ans, je me suis complètement habitué peut-être déjà dans un premier temps à ce milieu et puis passionné parce que ce que je voyais me fascinait complètement et ça s'est fait très naturellement la transition. Voilà, après les petites randos familiales, il est venu le temps des grandes randos familiales et puis à 16 ans, à force de regarder les glaciers, on a envie d'y aller, quoi. Donc j'ai eu la chance de croiser juste au bon moment des gens qui m'y ont emmené 1 fois, 2 fois, puis après j'ai pris mon envol et voilà, c'est resté et ça restera encore jusqu'à la fin. Alors, quand j'ai lu ton livre, j'ai remarqué quelque chose qui m'a personnellement emballé. C'est ta manière d'aborder la montagne, d'aborder la haute montagne. C'est vrai que nous vivons une époque où gravir le Mont Blanc, ça peut se faire en 1 journée, voire même en 1 demi-journée. C'est un exploit sportif. Toi, tu nous décris cette course. Enfin, on verra plus tard
comment est structuré ton livre, mais tu nous décris, tu as fait le choix de la course en montagne en plusieurs jours avec le matériel sur le dos, de sorte à pouvoir bivouaquer à loisir. Tu as fait le choix de la lenteur. Tu peux m'expliquer un petit peu cette orientation? C'était même pas un choix très conscient, c'est-à-dire que ce que je recherche, c'est pas la lenteur, ce que je recherche, c'est d'être dans la montagne. C'est-à-dire de rester le plus longtemps possible là-haut, parce que ce qui me plaît, c'est d'être là-haut. Et donc, il n'y avait pas 36 solutions pour pouvoir rester, il fallait pouvoir dormir où on voulait. Donc progressivement, c'est vrai que j'ai pris l'habitude d'aller en montagne avec la tente, et ça a du coup complètement transformé la relation que j'avais et qu'on a avec la montagne, puisque quelqu'un qui fait le Mont Blanc de manière classique aujourd'hui, son objectif c'est le sommet. Il part dans la nuit, on se lève très tôt, c'est très pénible, c'est très fatigant, c'est très éprouvant parce qu'il fait très froid, on ne voit pas le paysage pendant les 3/4 de l'ascension, et on finit par arriver ou non, parce que si on va trop vite on est mal acclimaté, au sommet, au lever du soleil, on a un petit moment de vue là, et puis ensuite on redescend en courant. Voilà ce à quoi se résume une ascension au Mont Blanc classique, je dirais. Il manque pour moi l'essentiel, c'est-à-dire tout le moment où on est dans la montagne, où on en profite, où on profite des paysages, où on profite du soleil, où on est dans la neige en plein soleil, enfin des moments vraiment pour moi qui sont extraordinaires et qui ne peuvent vraiment être valorisés que quand on est longuement en pleine journée en montagne et pendant plusieurs jours d'affilée. Donc voilà comment progressivement, mais j'en suis venu à aller comme ça, très lentement, mais vraiment avec bonheur. Et d'ailleurs, quand on arrive au sommet du Mont Blanc, c'est un moment parmi d'autres. C'est-à-dire qu'on a passé 3 jours avant dans la montagne, on va passer encore 2 jours après. Le sommet, c'est chouette d'y arriver, mais ce n'est qu'un moment parmi d'autres. Alors oui, je comprends ça, mais quand même, bivouaquer à 4000 mètres d'altitude, dans des conditions, on va dire, de fraîcheur, qui sont difficiles à supporter pour le commun des mortels, alors qu'on pourrait dormir au chaud, dans un refuge, en mangeant le cassoulet avec ses congénères, c'est quand même un choix. Bon, d'abord, quand on est bien équipé, ça va, hein, tout va bien. Il y a aujourd'hui des super bonnes tentes et des super bons duvets, donc bon, voilà, si on prend les moyens, c'est agréable. Et puis il y a le refuge lui-même. Le refuge, c'est un lieu à double tranchant, je dirais. Moi, j'en ai fréquenté des centaines, et il y en a des centaines que j'adore, tous ces petits refuges des Pyrénées où on arrive en ski de rando en plein hiver et où on se retrouve tout seul, ou alors une petite cabane en bois dans une voie détournée où il y a 2 personnes et on passe une soirée super avec des gens qu'on ne connaît pas, on fait connaissance. Ça, c'est vraiment merveilleux. Et puis, il y a le pendant, c'est les refuges qui sont situés au pied des grandes voies très fréquentées, où il y a des centaines de personnes, des gens qui ne sont pas spécialement montagnards ou qui viennent là pour faire quelque chose sans trop savoir pourquoi. On va se retrouver dans un univers où tout le monde est fatigué, a mal à la tête, tout le monde a envie d'avoir une bonne place, tout le monde a envie de réussir l'ascension du lendemain. Et là, on va avoir un concentré de ce que c'est que l'espèce humaine, c'est-à-dire de l'individualisme, de la... Enfin, c'est des lieux qui potentiellement peuvent être, pour moi, très désagréables. Et non, finalement, tout bien pesé. Soit je sais que je suis dans une région où je vais avoir des petits refuges sympas, ou alors c'est la tente. C'est vraiment... Et la tente permet aussi d'être avec les gens qu'on aime. Tout à fait. Et qu'on a choisi. Et dans la tente, ça va être un lieu très petit et extrêmement convivial, on pourra dire. Il y a beaucoup de silence. En tout cas, avec les gens avec qui je pars, il y a beaucoup de moments de silence, beaucoup plus que dans un refuge. Ce que je vais chercher en montagne, c'est d'être en montagne. Donc, si on n'arrive pas au sommet, c'est pas très grave. Il y a tout ce qui est vécu sur le chemin. Et c'est vrai que, en plus, les échecs, d'une manière générale, sont dus à des mauvaises conditions météo. Enfin, quand on n'arrive pas au sommet, très souvent, c'est parce qu'il fait mauvais, quoi. Et c'est des moments très très forts, ça, en montagne. Quand on est dans le mauvais temps, sous la neige, dans le vent, dans la tourmente, qu'on campe dans la tourmente, qu'on monte son camp le soir et qu'au petit matin, la tente est sous 30 cm de neige, qu'il faut se lever la nuit pour déneiger, sinon la tente s'affaisse progressivement, et reprendre au petit matin la marche en taillant sa trace dans 30, 40, 50, voire 1 mètre de poudreuse, ça m'est arrivé ça.
Eh ben, on va pas arriver au sommet, c'est évident. Par contre, c'est des moments qui laissent vraiment des souvenirs extrêmes, quoi. Et les bons moments s'oublient presque tous, quoi. Et on se rappelle quelque part surtout de ces moments-là. Et je me rappelle très bien de rando de 4, 5, 6 jours comme ça dans la neige. On redescendait dans la vallée, sans avoir atteint le sommet bien sûr, et on avait la tête remplie d'étoiles, de neige, de vent. Enfin vraiment, c'est des moments, oui, c'était vraiment des moments merveilleux. Ouais. C'est pour ça que le récit de ces péripéties, tu relis deux mots, le mot merveilleux et le mot échec. Bien sûr, oui, puisque c'est d'eux que je me souviens avant tout. Ouais. Ton livre s'ouvre sur un récit que tu intitules Déclic. Et j'avoue qu'il fait un peu froid dans le dos le récit. Hein. On se demande d'ailleurs, on se dit tiens, bah, il est encore en vie, évidemment, puisque le livre est derrière, donc on imagine que... Mais quand même, quand on voit ce récit, on se dit mais qu'est-ce qui a pu le motiver à repartir à nouveau dans cet univers? Je raconte dans cette page et demie, c'est très court, ma première ascension, enfin l'arrivée au sommet de ma première ascension, et en fait elle raconte la première arrivée au sommet de centaines de personnes, puisque il y a aujourd'hui des centaines de personnes qui montent au Mont Blanc par jour, et ils montent trop vite, ils montent sans acclimatation, sans préparation. Donc pour un bon nombre d'entre eux, au moins la moitié, il y a ce qui s'appelle le mal des montagnes qui s'installe, et c'est quelque chose qui est très 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 désagréable, très douloureux, c'est des nausées, c'est une perte de volonté, c'est des endormissements, c'est des maux de tête, c'est vraiment vraiment très, très dur. Souvent ils n'arrivent pas en haut, hein, on n'arrive pas en haut quand on a ce mal des montagnes. Moi ce jour-là j'ai réussi à arriver en haut et j'en ai souffert, mais effectivement je raconte que suite à cette première ascension, j'ai quand même persévéré et je suis retourné au Mont Blanc. En fait le verre était dans le fruit, je dirais, c'est-à-dire que j'avais tellement envie d'y aller que malgré la souffrance, j'ai compris que j'étais capable d'y aller et que je serais capable d'y retourner et dans de meilleures conditions, tout simplement. C'est là qu'à partir de ce moment que je me suis dit, la prochaine fois ce sera différent. On apprend en lisant ton livre que finalement que le Mont Blanc, c'est pas ton seul terrain de jeu. Tu as parcouru d'autres sommets sur notre planète. Tu as été en Amérique du Sud, en Grèce, j'ai vu. Puis tu reviens toujours à ce sacré Mont Blanc. D'ailleurs, tu l'appelles le boss, c'est ça? Ah, il a énormément de qualités extraordinaires quand même. D'abord, où on peut aller ailleurs qu'au Mont Blanc pour monter très haut? En France, nulle part. Il est tellement plus haut que tous les autres, tellement plus gros que tous les autres. Et puis, si on veut monter plus haut que le Mont Blanc, il faut faire des milliers de kilomètres ensuite. Hein. C'est pas seulement le point culminant de la France, c'est le point culminant de, pas tout à fait l'Europe, parce que dans l'Elbrus, il y a un sommet. En tout cas, c'est le point culminant des Alpes. C'est un très grand. Bon, il n'y a pas que l'altitude, il y a l'allure qu'il a. En Amérique du Sud, j'ai vu des sommets à 5000 mètres qui ressemblent à des collines, avec de l'herbe dessus. Lui, il est englacé, recouvert de glaciers colossaux, gigantesques, qu'il faut monter très haut pour trouver. Il faut monter très haut pour trouver l'équivalent sur d'autres massifs de la planète. Hein. C'est vraiment quelque chose qui défie vraiment, pour moi, qui défie la vision. Quoi. Je suis allé faire l'ascension du Huascarán, qui fait 2000 mètres de plus en Amérique latine. Pour moi, ce sont deux sommets équivalents. Ils se ressemblent, ils ont la même allure. Quoi. C'est pas, le Mont Blanc n'a pas du tout à rougir devant des grands sommets comme ça, parce que là-bas, c'est triché. On part de 3500 mètres d'altitude, on est encore dans l'herbe à 4500, on est encore dans les rochers à 5500. Vous voyez, c'est vraiment l'équivalent en fait. Oui, il a vraiment l'allure d'un très grand. Alors ce Mont Blanc, juste avant d'arriver au sommet, il y a un endroit que tu décris j'aime beaucoup cette description. Cet endroit, ça s'appelle le col de la Brenva. Je ne sais pas comment tu le prononces. Et encore un endroit pour moi mythique. On monte une pente assez raide et assez technique. On s'achemine vers ce qui s'appelle le Mont Maudit, à 4400 mètres. Un sommet déjà bien effilé. Donc on s'attend naturellement derrière à avoir une arête fine qui va conduire vers l'ultime sommet, le Mont Blanc. Et passé l'arête, on arrive sur un col colossal, gigantesque, qui fait des centaines de mètres de large, de long.
On est déjà à 4300 mètres d'altitude. De part et d'autre, on aperçoit des massifs. On aperçoit le Cervin, on aperçoit le Grand Paradis, on aperçoit des massifs très élevés qui sont déjà en dessous. Et pourtant, on est là sur une espèce de belvédère énorme. Le long de ce belvédère, il y a une corniche, la corniche la plus colossale que je connaisse. Une espèce de corniche de neige qui fait peut-être 100 mètres de haut, qui est grosse comme un immeuble, qui court le long de ce col. Et puis encore 500 mètres au-dessus, il y a le Mont Blanc. C'est-à-dire qu'on est déjà tellement haut, tout est gigantesque, disproportionné, et pourtant on est encore dominé par un sommet qui nous domine très 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 largement. Voilà, tout ça réuni, moi c'est un ensemble de facteurs qui fait qu'à chaque fois que j'arrive à cet endroit, je suis époustouflé, quoi. D'accord. Il y a d'autres endroits aussi dont tu parles, comme la Jonction. La Jonction, ça c'est vraiment beaucoup plus bas, hein, à 2300 mètres, c'est vraiment le croisement entre la moyenne montagne et la haute montagne pour moi. C'est-à-dire que c'est une épaule de rocher mythique en plus, puisque c'est celle que les premiers ascensionnistes du Mont Blanc ont emprunté pour faire leur ascension. Donc on marche sur un sommet, la forêt, les rochers, et puis tout d'un coup, tout s'arrête et on bute contre un énorme glacier qui descend directement du Mont Blanc, qui fait 2000 mètres de chute et qui vient buter contre le rocher sur lequel on se trouve, se séparer en deux et former deux glaciers secondaires qu'on appelle les Bossons et le Tacona. Donc les Bossons, un glacier mythique lui aussi, quoi. Et là, il y a quelque chose qui se passe justement entre le contact entre moyenne et haute montagne. C'est là qu'on fait le pas pour entrer en haute montagne. Tant qu'on reste sur ce rocher, on est encore quelque part dans la sécurité de la civilisation. On entend encore les bruits de Chamonix derrière qui sont 2000 mètres plus bas, mais on entend l'autoroute, on entend... Et là, si on met le pied sur le glacier, on change de monde. Et il faut prendre la décision de le faire, parce que ce glacier en plus, il est très crevassé, très tourmenté. Donc pour le traverser, ça va être compliqué. Ça va être déjà une petite aventure en soi. Donc voilà, il y a tout ça qui se passe là, qui fait que pour moi c'est un lieu mythique et un lieu de choix, un lieu de prise de décision. On met les patins avant d'entrer. Exactement. Bien, cet ouvrage, il a de belles illustrations. Oui. Je voudrais que tu m'en parles un petit peu, si tu le veux. Bien sûr. Dans les nombreuses balades que j'ai fait au Mont Blanc, il en est arrivé une qui a été un peu particulière, celle qui sert de fil rouge à cet ouvrage, qui a eu lieu en 2002 et où on est parti à 4, donc j'étais avec 3 amis, dont Pilot, Gilles Mazard, qui est bien connu sur la région de Florac, qui était illustrateur et qui avait toujours l'habitude, partout où il allait, d'emmener un petit carnet et de faire des carnets de voyage. Alors généralement c'était dans des circonstances plus confortables que ça, il a beaucoup voyagé au Maroc, des choses comme ça. Là, dans la neige, dans la montagne, dans la tente, il a trimballé son carnet et dès qu'il le pouvait, dedans, dehors, au bord d'une crevasse, sur une arête de neige, il croquait quelque chose et il le dessinait. Et de retour à la civilisation, il les a ancrées et il y en a quelques-unes qui figurent dans ce livre. Et c'est vrai que c'est pour moi quelque chose de très important, puisque ça a été quelqu'un de vraiment avec qui j'ai partagé plusieurs choses, cette aventure. Plus tard, on a emmené nos enfants respectifs en haute montagne et c'était très fort. Et un peu plus tard, plus récemment, il a hélas eu un accident d'escalade qui a été mortel. Et donc c'est une manière de revivre cette aventure avec lui. Voilà, c'est un très beau cadeau finalement qui nous a laissé et qui est valorisé comme ça, quoi. Alors depuis, tu décomptes à la fin de ton livre, moi j'ai compté 46 compagnons de route qui t'ont accompagné successivement dans tes... Ça fait du monde, hein, 46. Ouais, j'avais pas compté, oui. C'est une vraie colonie de vacances. Ouais. Hein. Donc c'est vraiment une relation humaine que tu recherches, vraiment. C'est pas de l'exclusivité. Non, tout à fait. C'est-à-dire que le milieu dans lequel on se trouve, l'attente, la promiscuité et l'immensité en même temps, l'engagement physique, tout ça, ça donne aux relations humaines qu'on vit là-haut une des dimensions exceptionnelles. Vraiment. Moi, j'ai le souvenir de Cécile, une des amies qui est présente dans la rando racontée ici. J'ai le souvenir qu'au retour de cette balade, elle m'a dit « c'était les jours les plus intenses de ma vie ».
peut pas faire mieux. Hein, elle a vraiment. Et dans les relations qu'on vit là-haut, il y a quelque chose de ça. C'est-à-dire que même si il y a beaucoup de silence, c'est très intense, quoi. Vraiment, et j'aurais pas envie de partager ça avec des gens avec qui je m'entends pas bien. C'est quelque chose, voilà, à partager avec des gens proches, vraiment, de cœur. Bien, alors maintenant parlons de tes projets. Parce que tu dis que plus tard, tu veux terminer ta vie en te promenant dans les prairies du Brévent. Mais avant cela, il y a encore des choses à faire. Un autre livre? D'autres courses? Ah, d'autres courses, ça c'est certain. J'ai bientôt 50 ans, je suis à l'âge où ça va commencer à décliner maintenant, hein, les possibilités physiques, tout doucement. C'est à moi que tu dis ça. Hein. Bah écoute, tout doucement, mais sûrement. Donc je vais en faire le maximum pendant qu'il est encore temps. Quoi, je sais pas, partout, ça c'est sûr. Sûrement encore au Mont Blanc de ces jours, il n'y a pas de doute là-dessus, mais dans beaucoup d'autres endroits. Quant à écrire un autre livre, je sais pas. Honnêtement, c'était une aventure tellement particulière. Il faudrait qu'il me tombe dessus une nouvelle aventure. À voir, pourquoi pas. Mais si j'ai d'autres projets d'écriture, aujourd'hui, ce serait plutôt tourné vers les Cévennes. Alors, tu m'emmènerais au Mont Blanc? Bah, avec plaisir. Super. Ah, vous êtes encore là. C'est bien. Dans ce livre, que d'aventures, que de neige, que de fraîcheur pour un mois d'août. En regardant les illustrations de Gilles Mazard, Pilot, j'en profite pour adresser nos affectueuses pensées à Pascal et à Félix. Encore merci de nous être fidèles. Je vous retrouve au mois de septembre et d'ici là, passez un excellent été.